À 85 ans, mon propre gendre m'a chassé de la maison où je suis né, où mon père est né, où mon grand-père a planté ses premières vignes. Il a regardé mes mains tremblantes, signé ce maudit papier et m'a dit « C'est pour votre bien, Gaston. Vous ne pouvez plus vous occuper de tout ça. » 3 semaines plus tard, un consortium chinois achetait ma propriété pour 2,8 millions d'euros. Mais Julien a oublié une chose cruciale. Je connais cette terre mieux que mes propres rides et certains secrets de vignerons ne s'achètent pas. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment j'ai eu ma vengeance. Tout a commencé il y a 18 mois, quand ma chère Héloïse nous a quittés. Nous étions mariés depuis 62 ans. Elle s'est éteinte doucement dans notre lit, celui-là même où nos parents avaient dormi avant nous. J'ai tenu sa main jusqu'au bout. Ses derniers mots ont été « Prends soin de notre maison, Gaston. Elle a besoin de toi. » Après les funérailles, ma fille Nadia est restée quelques jours. À 58 ans, elle avait toujours ce regard inquiet qu'elle avait petite, mais maintenant c'était différent. Elle observait tout. Les escaliers que je montais plus lentement, mes mains qui tremblaient en versant le café, la façon dont j'oubliais parfois de fermer le gaz sous la casserole. « Papa, tu ne peux pas rester seul ici, » elle répétait. « Cette maison est trop grande, trop isolée. » Son mari, Julien Dubois, hochait la tête avec cet air de fausse compassion qu'il maîtrisait si bien. Promoteur immobilier à Bordeaux, il avait cette façon de regarder ma propriété comme si elle était déjà à vendre. Je le voyais faire le tour du domaine, prendre des photos avec son téléphone, noter je ne sais quoi dans son carnet de cuir. « Gaston », m'a-t-il dit un soir, en posant sa main sur mon épaule, « vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire ici. Mais à votre âge, c'est devenu un fardeau. Nous voulons vous aider. » J'aurais dû me méfier. Julien n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mes vignes. Quand il venait aux vendanges, il restait sur la terrasse avec son whisky, parlant affaires au téléphone pendant que nous, on suait dans les rangées. Il ne connaissait pas la différence entre un merlot et un cabernet sauvignon, mais il savait calculer au centime près le prix du mètre carré en Gironde. Les mois ont passé. Je me débrouillais bien, malgré ce que disait Nadia. Certes, mes genoux craquaient quand je descendais à la cave. Et oui, j'avais parfois du mal à me rappeler où j'avais posé mes lunettes. Mais je connaissais chaque pied de vigne, chaque parcelle, chaque secret de cette terre que mon grand-père avait achetée en 1923. Un matin de novembre, Nadia est arrivée sans prévenir. Elle avait les yeux rouges et cette expression tendue que je lui connaissais depuis l'enfance. « Papa, il faut qu'on parle. » Elle s'est assise en face de moi dans la cuisine, là où sa mère préparait ses confitures de cerises. Julien est resté debout, appuyé contre l'évier. « Tu te souviens de l'acte de donation que tu as signé il y a 15 ans ?» Elle a commencé. Bien sûr que je m'en souvenais. Après une alerte cardiaque en 2008, mon notaire m'avait conseillé d'anticiper la transmission. J'avais donné la nue propriété à Nadia, tout en gardant l'usufruit, ce qui me permettait de vivre ici jusqu'à ma mort. C'était une précaution fiscale, rien de plus. Il y a une clause dedans, papa, une clause que tu as peut-être oubliée. Julien s'est approché et a posé un document sur la table, un contrat que je n'avais jamais vu. Si vous devenez incapable de gérer la propriété seul, ou si votre santé se dégrade au point de nécessiter une assistance, nous pouvons demander la révision de l'usufruit, a-t-il expliqué avec ce ton professionnel qu'il utilisait avec ses clients. Votre médecin traitant, le docteur Blanc, a confirmé que vous aviez besoin d'aide au quotidien. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le docteur Blanc venait me voir depuis 20 ans. C'était un bonhomme, mais il avait pris sa retraite 6 mois plus tôt. Qui était ce nouveau médecin qui osait juger de ma capacité? Docteur Rousseau, a précisé Nadia en évitant mon regard. Il a fait une évaluation complète. Papa, tu oublies de prendre tes médicaments. Tu as failli mettre le feu à la cuisine la semaine dernière. Quelle cuisine? Quel feu? J'étais abasourdi. Je n'avais jamais eu d'accident. Julien a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Ma cuisine, avec une casserole brûlée sur la cuisinière. Une autre photo de moi, l'air confus, debout dans le jardin en pyjama.
Quand est-ce que vous avez pris ces photos? J'ai demandé, la voix tremblante. Nous sommes passés plusieurs fois sans vous prévenir, papa, pour vérifier comment vous alliez. Vous ne vous en souvenez même pas. C'est ça le problème. C'était un mensonge. J'aurais entendu la voiture, j'aurais vu les phares dans l'allée. Nous habitions au bout d'un chemin de terre, on n'arrivait pas chez moi par hasard. Nous avons trouvé la solution parfaite, a continué Julien. Les jardins de l'espoir, une résidence médicalisée à Mérignac. Chambres individuelles, personnel qualifié, activités adaptées. Vous y serez bien mieux qu'ici, tout seul. Et la maison? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Nadia jouait avec ses bagues, Julien consultait ses messages. Nous la vendrons, a finalement lâché ma fille. Papa, l'entretien coûte une fortune. Le toit fuit, le chauffage est à refaire, et tu n'as plus l'âge de gérer tout ça. Avec l'argent de la vente, on pourra payer ta résidence et te constituer un petit pécule. Un petit pécule? J'ai explosé. Cette maison vaut plus de 2 millions. Les vignes rapportent encore 180 000 € par an. Et vous voulez me donner un petit pécule? Julien s'est redressé, abandonnant son masque bienveillant. Gaston, soyons réalistes. Cette propriété est sous-exploitée depuis des années. Vous vendez votre raisin au négoce au prix le plus bas du marché. Un investisseur sérieux pourrait tripler la rentabilité en modernisant l'exploitation. Ces vignes ont 80 ans. Elles produisent les meilleurs raisins de l'appellation. Mon grand-père, votre grand-père n'avait pas 85 ans et des problèmes de mémoire, a coupé Julien. Les temps changent. Il faut s'adapter ou disparaître. Il a sorti un autre papier de sa sacoche. Un contrat de vente préliminaire. Nous avons déjà un acheteur. Le groupe Chen & Associates, spécialisé dans les investissements viticoles premium. Ils offrent 2,8 millions, cash, signature dans 15 jours. J'ai regardé ma fille, ma petite fille que j'avais portée sur mes épaules dans les vignes, qui m'aidait à ramasser les grappes tombées, qui pleurait quand on taillait les sarments parce qu'elle croyait qu'on faisait mal au plan. Nadia, tu te souviens de ce que disait ta mère, que cette terre était notre âme? Elle a détourné les yeux. Maman était sentimentale, papa. Aujourd'hui, il faut être pratique. Pratique. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas. 62 ans de mariage, 3 générations de vignerons, des dizaines de vendanges, des milliers de bouteilles qui portaient notre nom. Tout ça était devenu peu pratique. Si vous ne signez pas volontairement, a repris Julien, nous devrons passer par la justice, procédure de sauvegarde de justice, mise sous tutelle. C'est long, coûteux et humiliant. Pourquoi vous infligez ça? Il avait tout prévu. Le faux diagnostic médical, les photos truquées, le contrat de vente, même ma prochaine adresse. Je comprenais enfin pourquoi il avait épousé Nadia. Pas pour ses beaux yeux ou son rire cristallin. Pour ces 2 800 000 € qui dormaient dans ma terre. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, papa. Prenez votre temps. Nous reviendrons demain pour votre réponse. Ils sont partis en me laissant seul avec les contrats étalés sur la table de cuisine d'Héloïse. J'ai versé un verre de mon Bordeaux 2015, un millésime exceptionnel que j'avais gardé pour les grandes occasions. L'ironie était amère. J'allais boire mon propre vin pour digérer la perte de mes propres vignes. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fait le tour de la maison, touchant les murs de pierre que mon arrière-grand-père avait montés pierre par pierre. Dans le salon, le portrait d'Héloïse le jour de notre mariage me regardait avec ses yeux pétillants. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? À 4 heures du matin, je suis descendu dans la cave. Mes pas résonnaient entre les rangées de fûts de chêne. L'odeur du vin en fermentation me rappelait mon enfance, quand j'aidais mon père à soutirer les barriques. C'est là, assis sur un tonneau de 1982, que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas gagner, pas légalement en tout cas. Julien avait préparé son coup depuis des mois, peut-être des années. Le système était de son côté. Les lois sur la protection des personnes âgées, les évaluations médicales bidons, l'expertise financière qui démontrerait que je ne gérais plus rien correctement. Mais il avait commis une erreur
Une erreur énorme. Ils ne connaissaient pas la terre. Le lendemain matin, quand ils sont revenus, j'avais déjà signé. Tous les papiers, l'abandon de l'usufruit, la procuration de vente, même l'autorisation pour qu'ils vident la maison de mes affaires personnelles. Nadia a pleuré en voyant ma signature. De vraies larmes, je crois. Il lui restait peut-être un peu de la petite fille qui aimait sa maison de famille. « Papa, tu es sûr? On peut encore. » « Non, » j'ai dit calmement. « Vous avez raison, je suis trop vieux. Il faut que je pense à mon avenir. » Julien a serré ma main avec un sourire triomphant. « Vous faites le bon choix, Gaston. Nous nous occuperons de tout. Vous n'aurez plus aucun souci. » 3 semaines plus tard, je quittais la maison avec une valise, la montre de poche de mon père et une chose qu'il n'avait pas pensé à me demander, mon vieux registre de vigneron. Un cahier en cuir rouge que j'avais tenu pendant 48 ans, où j'avais noté chaque détail de chaque vendange, chaque observation sur le sol, chaque secret transmis par mon père. Les jardins de l'espoir étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Propre, fonctionnel et mortellement ennuyeux. Ma chambre donnait sur un parking. Pas un seul pied de vigne à l'horizon. Mais j'avais un plan. Un plan que Julien, avec toute son arrogance immobilière, ne pouvait pas imaginer. La première semaine, j'ai joué le rôle du vieillard résigné. Je participais aux activités, je mangeais à la cantine, je regardais les programmes télé avec les autres résidents. L'équipe médicale était ravie. Monsieur Moreau s'adapte remarquablement bien. Le soir, dans ma chambre, je relisais mon registre, page par page, année par année. Les notes de mon père y étaient aussi griffonnées en marge. Drainage défaillant, parcelle nord. Attention acidité si irrigation excessive. Sols argileux sensibles à l'humidité stagnante. Et puis, page 347, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une note datée du 15 septembre 1987. Problème récurrent sur les parcelles 15 à 18. Système de drainage artisanal efficace mais fragile. 6 modifications du réseau. Impératif de respecter la pente naturelle, 2,3% vers l'est. Toute autre orientation provoque stagnation et acidification progressive des sols. Délai d'impact, 90 à 120 jours selon Météo. Mon père avait eu raison, comme toujours. En 1987, un promoteur de Libourne avait voulu moderniser l'exploitation du domaine voisin. Ils avaient installé un système d'irrigation dernier cri avec des drains en plastique et des pompes électroniques. Le résultat, en 6 mois, leur vin était imbuvable. L'acidité avait grimpé au point que l'appellation AOC leur avait retiré leur certification. Ils avaient ni fait faillite l'année suivante. J'ai souri dans ma chambre d'hôpital médicalisée. Julien et ses investisseurs chinois allaient moderniser mes vignes. Ils allaient installer des systèmes d'irrigation perfectionnés pour optimiser le rendement. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 1 mois après mon installation au Jardin de l'Espoir, j'ai reçu une visite inattendue. Marcel Dupont, mon ancien chef de culture. 72 ans, officiellement à la retraite, mais qui continuait à s'occuper de 3 domaines dans la région parce qu'il ne supportait pas l'inactivité. « Patron », il m'a dit en serrant ma main dans ses grosses paluches calleuses, « j'ai appris ce qui vous est arrivé. C'est une honte. » Marcel travaillait pour moi depuis 1981. C'était lui qui dirigeait l'équipe aux vendanges, lui qui connaissait chaque plan, chaque maladie, chaque particularité de mes 47 hectares. Si quelqu'un pouvait comprendre mon plan, c'était lui. « Marcel, j'ai besoin d'un service. » Il s'est penché vers moi, intrigué. « Tout ce que vous voudrez, patron. » J'ai sorti une feuille de papier de ma poche, une lettre que j'avais passé des heures à rédiger. Il faut que cette lettre arrive au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité à Bordeaux. Mais pas de ma part. Il faut que ça vienne d'un expert indépendant, quelqu'un qui s'inquiète pour la qualité de l'appellation. Marcel a lu la lettre en silence. Ses sourcils se fronçaient au fur et à mesure. « Patron, vous êtes sûr de ce que vous écrivez là ?»« Certain. Mon père me l'a expliqué 100 fois. Et j'ai vu ce qui s'est passé chez Bertrand en 87. La lettre était un petit chef-d'œuvre de précision technique.
J'y expliquais, avec force détails géologiques et références historiques, que la parcelle située au lieu-dit Les Hauts de Moreau présentait des spécificités hydrographiques particulières, que toute modification du drainage naturel risquait de compromettre l'équilibre chimique des sols et par conséquent la qualité gustative des raisins. J'y joignais des copies de pages de mon registre prouvant que ces observations étaient documentées depuis 1923. Je mentionnais également que de nouveaux propriétaires, peu familiers des subtilités locales, risquaient d'entreprendre des améliorations techniques désastreuses pour l'appellation. « Vous voulez que je signe cette lettre ?» a demandé Marcel. « Non, trouve quelqu'un d'autre, un œnologue consultant, un professeur à la fac, quelqu'un qui a de la crédibilité. » Quelqu'un qui peut légitimement s'inquiéter de voir des investisseurs étrangers modifier un terroir historique. Marcel a hoché lentement la tête. Je connais Pierre Larmont, professeur émérite à l'Institut de la Vigne de Bordeaux. Il râle tout le temps contre la modernisation à outrance. Il signera ça avec plaisir. Parfait. Mais attends encore 3 mois. Il faut que les nouveaux propriétaires aient le temps de commencer leurs travaux. Et après ? J'ai refermé mon registre et l'ai glissé sous mon matelas. Après, Marcel, on va voir si Julien sait vraiment faire pousser de la vigne. Les semaines ont passé. Au jardin de l'espoir, je menais ma petite vie de retraité modèle. Le matin, gymnastique douce avec Martine, l'animatrice. L'après-midi, belote ou lecture au salon. Le soir, télévision communautaire et tisane à la camomille. Mais chaque nuit, je feuilletais mon registre. Je mémorisais chaque détail de ces 48 années de notes. Les dates de plantation, les analyses de sol, les observations météorologiques, les problèmes récurrents et leurs solutions. Cette terre, je la connaissais par cœur. Julien allait la prendre à ses dépens. En février, Marcel est venu me voir avec des nouvelles. « Patron, ça y est, ils ont commencé les travaux. » Il m'a montré des photos prises depuis la route communale. Une pelleteuse creusait des tranchées entre les rangées de vignes. Des ouvriers installaient des tuyaux en PVC et des regards de visite. « Ils font exactement ce que vous aviez prévu », a continué Marcel. « Système d'irrigation centralisé, évacuation des eaux vers l'ouest pour rejoindre le réseau principal. Ils ont même coupé 3 chaînes centenaires qui gênaient le passage des canalisations. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ces chaînes avaient été plantées par mon arrière-grand-père. Leurs racines protégeaient la terre de l'érosion depuis 1894. Les criminels, j'ai murmuré. Ça va coûter bonbon leur installation. J'ai parlé avec le chef de chantier, budget de 280 000 €. Ils veulent terminer avant les vendanges pour tester le système sur la récolte 2024. Parfait. Plus ils investissaient, plus la chute serait douloureuse. Marcel, il est temps d'envoyer la lettre. 15 jours plus tard, Pierre Larmont, professeur émérite, alertait officiellement l'Institut national de l'origine et de la qualité. Sa lettre, cosignée par 2 autres experts, demandait une inspection urgente du domaine des Hauts de Moreau suite à des modifications préoccupantes des infrastructures traditionnelles. L'inspection a eu lieu un mardi matin de mars. Julien était présent, en costume-cravate, confiant et détendu. Il a fait visiter le domaine aux 3 inspecteurs, vantant les améliorations considérables apportées à l'exploitation. Nous avons investi massivement dans la modernisation, expliquait-il en désignant les nouvelles canalisations. Système d'irrigation programmable, drainage optimisé, capteur d'humidité connecté. Voilà comment on fait du vin au XXIe siècle. L'inspecteur principal, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, prenait des notes en silence. Il s'est arrêté longuement devant les parcelles 15 à 18, celles mentionnées dans ma lettre. Vous avez modifié l'orientation du drainage ? Exactement. L'ancien système évacuait vers l'est, mais c'était illogique. Notre nouveau réseau va directement vers l'ouest, beaucoup plus efficace. L'inspecteur a hoché la tête et noté quelque chose dans son carnet. Il a prélevé des échantillons de terre, photographié les nouvelles installations, mesuré les pentes avec des instruments de précision. Nous reviendrons après les vendanges pour évaluer l'impact sur la qualité des raisins, a-t-il annoncé en partant. Julien était radieux. Il était persuadé d'avoir brillamment passé l'inspection. J'ai attendu.
patiemment. Comme on attend que les raisins mûrissent, comme on attend que le vin vieillisse. Dans ma chambre des jardins de l'espoir, je comptais les jours. L'été 2024 a été pluvieux, exactement ce qu'il fallait pour que mon plan fonctionne. Chaque orage, chaque pluie prolongée, c'était un clou de plus dans le cercueil de Julien. L'eau s'infiltrait dans le nouveau système de drainage. Mais au lieu de s'évacuer naturellement vers l'est, comme elle l'avait fait pendant un siècle, elle stagnait dans les nouvelles canalisations orientées vers l'ouest. La pente était insuffisante, exactement comme l'avait prédit mon père en 1987. En septembre, Marcel est venu me voir avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Patron, vous devriez voir l'état des vignes, les feuilles jaunissent, les grappes pourrissent sur pied. L'acidité est tellement élevée que même les oiseaux n'y touchent pas. » Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, je jubilais. La nature reprenait ses droits. La terre se vengeait de ceux qui n'avaient pas su l'écouter. Et Julien, il panique. Il a fait venir 3 œnologues différents. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les analyses de sol montrent une acidification progressive depuis juin. Ils parlent de maladies, de virus, de réchauffement climatique. Ils pouvaient chercher. Le problème n'était ni biologique ni climatique. Il était technique et humain. Mon père me l'avait dit, la terre pardonne tout, sauf l'arrogance. En octobre, juste avant les vendanges, l'Institut national de l'origine et de la qualité a fait sa seconde inspection. Cette fois, ils n'étaient au plus 3, mais 6. Et ils avaient de l'air beaucoup moins amical. Les analyses ont confirmé mes prévisions. Taux d'acidité catastrophique, équilibre chimique du sol détruit, qualité gustative des raisins en dessous de tous les standards de l'appellation AOC. Le rapport d'expertise était accablant. Modification inconsidérée du drainage naturel ayant entraîné une dégradation irréversible de la qualité du terroir. Verdict, suspension immédiate de la certification AOC pour les parcelles concernées. Du jour au lendemain, les vignes de Julien ne produisaient plus du Bordeaux, mais du simple vin de table. La valeur marchande venait de chuter de 80%. J'ai encore attendu. Le meilleur restait à venir. En novembre, Marcel m'a apporté la nouvelle que j'espérais. Le consortium Chen & Associates se retirait du projet. Motif officiel, non-conformité du produit avec les spécifications contractuelles. Les motifs réels, ils n'avaient pas investi 2,8 millions d'euros pour acheter une exploitation de vin de table. Julien s'est retrouvé propriétaire d'un domaine invendable avec 280 000 euros de travaux inutiles et un crédit bancaire de 2,5 millions d'euros sur les bras. Mais ce n'était pas fini. Décembre m'a apporté le plus beau des cadeaux de Noël. Les anciens propriétaires du domaine voisin, ceux qui avaient fait faillite en 1987 avec le même problème de drainage, avaient porté plainte contre Julien pour négligence technique ayant entraîné une pollution des nappes phréatiques. L'eau stagnante du nouveau système ne se contentait pas de pourrir les raisins. Elle s'infiltrait dans le sous-sol et contaminait l'eau des puits environnants. L'amende environnementale s'élevait à 450 000 euros. Ce matin, Marcel est venu me voir une dernière fois. Il tenait à la main un exemplaire du journal local. « Regardez ça, patron !» La une titrait « Faillite retentissante d'un promoteur bordelais. Un domaine viticole prestigieux bradé aux enchères. » L'article expliquait que Julien Dubois, criblé de dettes et poursuivi par plusieurs créanciers, était contraint de vendre la propriété des Hauts de Moreau à un prix dérisoire. « Il y a un détail qui va vous plaire », a ajouté Marcel. « Devinez qui rachète le domaine ?» J'ai haussé les sourcils. « Pierre Larmont, le professeur qui a signé la lettre. Il a monté un consortium avec 3 autres vignerons de la région. Ils vont restaurer le drainage traditionnel et remettre la propriété en conformité AOC. » J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Héloïse aurait adoré cette histoire. Et le prix de vente ? 850 000 euros, soit 3 fois moins que ce qu'avait payé Julien. Cette nuit-là, dans ma chambre des jardins de l'espoir, j'ai regardé par la fenêtre vers l'horizon. Quelque part là-bas, mes vignes allaient retrouver leur âme.
Quelque part là-bas, des gens qui aimaient vraiment la terre allaient effacer les erreurs de l'arrogance. Je n'avais pas récupéré ma maison. J'étais toujours un vieillard de 85 ans dans une résidence médicalisée. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. La certitude que certaines valeurs ne s'achètent pas, ne se vendent pas, ne se bradent pas. La connaissance, le respect, la patience. Voilà ma vraie richesse. Et ça, Julien ne pourra jamais me le prendre. Mais mon histoire n'est pas terminée. Car vous savez quoi? Nadia vient me voir la semaine prochaine, seule, sans Julien. Nadia est venue me voir un mercredi après-midi de janvier. Elle portait cette robe bleue qu'Héloïse lui avait offerte pour ses 50 ans, celle qu'elle mettait aux grandes occasions. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient en posant son sac sur la petite table de ma chambre. « Papa, il faut que je te parle. Je n'ai pas bougé de mon fauteuil. Depuis 6 mois que j'étais au jardin de l'espoir, c'était sa première visite. Pas un coup de fil, pas une carte, rien. Maintenant que son mari était ruiné et que sa belle vie s'effondrait, elle venait chercher quoi? Le pardon? L'absolution? Je t'écoute. Elle s'est assise sur le bord du lit, comme quand elle était petite et qu'elle venait me confier ses chagrins d'école. Mais là, c'était différent. Elle n'était plus ma petite fille. Elle était devenue une femme qui m'avait trahi pour de l'argent. Papa, je ne savais pas. Pour les vignes, pour le drainage, pour tout ça. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Elle a baissé la tête. Julien m'avait dit que vous ne pourriez jamais prouver que les modifications étaient responsables des problèmes. Il disait que c'était juste de la malchance, une mauvaise année, que ça arriverait avec n'importe quel propriétaire. J'ai regardé par la fenêtre. Dans le parking des Jardins de l'Espoir, une BMW noire attendait. Julien était resté dans la voiture, comme un lâche. Et maintenant, tu sais la vérité? L'expert que Pierre Larmont a mandaté nous a tout expliqué. Le drainage, l'acidification, l'histoire du domaine voisin en 1987. Papa, comment tu savais que ça allait arriver? Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Ta mère me disait toujours, « Gaston, tu connais cette terre mieux que tes propres enfants. » Elle avait raison. Nadia a éclaté en sanglots. De vrais sanglots, pas les larmes de crocodile qu'elle versait quand elle voulait obtenir quelque chose. Elle pleurait comme elle pleurait à 8 ans quand elle cassait un vase ou qu'elle perdait son doudou. « Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. » De quoi exactement? D'avoir vendu la maison de ta famille, d'avoir fait interner ton père dans un mouroir, d'avoir cru que l'argent valait plus que l'honneur. Chaque mot la faisait trembler un peu plus. De tout ça. Et Julien, il est désolé aussi? Elle a essuyé ses larmes avec un mouchoir en papier. Julien dit que c'est ta faute, que tu nous as piégés, qu'un père normal n'aurait jamais fait ça à sa propre fille. J'ai éclaté de rire, un rire sec, amer, qui m'a surpris moi-même. Un père normal? Tu veux que je te raconte ce qu'aurait fait un père normal, Nadia? Elle m'a regardé avec ses yeux de petite fille perdue. Un père normal, quand sa fille unique vient lui annoncer qu'elle va le jeter dehors pour vendre sa maison, il l'envoie promener et il change son testament. Un père normal, quand son gendre le traite de gâteux et falsifie des photos pour prouver sa sénilité, il porte plainte pour diffamation. Un père normal, il se bat avec tous les moyens légaux à sa disposition. Je me suis levé de mon fauteuil et je me suis approché d'elle. Moi, Nadia, je n'ai utilisé qu'une chose, la connaissance que mon père m'a transmise et que j'ai passé toute ma vie à approfondir. Je n'ai falsifié aucun document, je n'ai corrompu aucun médecin, je n'ai manipulé aucune procédure judiciaire. J'ai juste laissé la terre parler. Elle pleurait de plus belle maintenant. Papa, on peut réparer, on peut racheter la propriété. Pierre Larmont accepterait peut-être de nous la revendre. Avec quel argent? On trouvera, on empruntera. Julien a encore des contacts dans l'immobilier. On peut monter un dossier. Nadia. Ma voix était douce mais ferme. Le ton que j'utilisais quand elle était enfant et qu'elle proposait des bêtises. Nadia, regarde-moi. Elle a levé les yeux vers moi. Cette maison, ces vignes, cette terre,
Tout ça, c'était mon héritage. L'héritage de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. 4 générations de travail, de sueur, d'amour. Et toi, ma fille unique, mon seul enfant, tu l'as vendu pour de l'argent. Papa, non, laisse-moi finir. Tu crois qu'on peut réparer ça? Tu crois qu'on rachète un héritage familial comme on rachète une voiture d'occasion? Tu crois que Pierre Larmont va accepter de revendre à la fille qui a bradé le domaine de son père? Elle tremblait de tout son corps maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il n'y a rien à faire. C'est trop tard. Le silence s'est installé dans ma petite chambre. On entendait juste les pas dans le couloir et le bruit de la télévision dans la salle commune. Papa, je vais divorcer. Ça, je ne l'attendais pas. Quoi? Je vais divorcer de Julien. Je ne peux plus vivre avec lui après ce qu'il nous a fait. Ce qu'il nous a fait? Nadia, tu étais d'accord. Tu as signé les papiers. Il m'a manipulé. Il m'a convaincu que c'était pour ton bien. Et tu l'as cru? Oui, parce que j'avais peur. Peur de quoi? Elle s'est levée et s'est mise à faire les 100 pas dans la petite pièce. Peur que tu meurs seul dans cette grande maison. Peur qu'il t'arrive un accident et qu'on ne le sache que des jours plus tard. Peur que tu t'endormes un soir et que tu ne te réveilles jamais. Sa voix se brisait à chaque mot. Maman est morte dans tes bras, papa. Moi, j'aurais voulu être là, mais vous ne m'avez même pas appelé. J'ai appris la mort de ma mère par un message sur le répondeur, 3 heures après qu'elle soit partie. Ça, c'était vrai. Héloïse était partie si vite qu'on n'avait eu le temps d'appeler personne. Et après, j'étais tellement bouleversé que j'avais oublié de prévenir Nadia immédiatement. Et après l'enterrement, tu es resté là, tout seul, dans cette maison pleine de souvenirs. Tu ne mangeais plus, tu ne sortais plus, tu passais tes journées dans la cave à regarder les photos de maman. Elle avait raison sur ce point aussi. Les premiers mois sans Héloïse avaient été terribles. Alors quand Julien m'a dit qu'on pouvait t'aider, qu'on pouvait te trouver un endroit où tu serais entouré, où on s'occuperait de toi 24 heures sur 24, j'ai pensé que c'était la solution. Et l'argent, les 2,8 millions d'euros, c'était aussi pour mon bien. Elle s'est arrêtée de marcher et m'a regardé droit dans les yeux. Je te jure sur la tombe de maman que l'argent, au début, ce n'était pas mon idée. Julien disait qu'on pourrait payer ta résidence pendant des années avec la vente, qu'on pourrait même t'offrir tous les soins supplémentaires, les sorties, les activités. Et le reste? Les 2,5 millions qui restaient après avoir payé ma chambre ici? Elle a détourné le regard. Julien disait qu'on te ferait un placement, que ça rapporterait des intérêts, que tu aurais une rente à vie. Nadia. Oui, papa. Arrête de mentir, à toi et à moi. Elle s'est effondrée sur le lit et a caché son visage dans ses mains. D'accord, tu as raison. Au début, c'était vraiment pour toi. Mais après, quand j'ai vu les chiffres, quand Julien m'a montré ce qu'on pourrait faire avec cet argent, j'ai eu envie d'une belle vie, papa. J'ai eu envie d'arrêter de compter, de pouvoir offrir des cadeaux aux petits-enfants de mes amis, de partir en vacances sans regarder les prix. Enfin, la vérité. J'ai 58 ans, papa. Dans 7 ans, je serai à la retraite avec une pension de misère. Julien gagne bien sa vie, mais on n'a pas d'enfant, pas d'héritage à laisser. Cette maison, c'était notre assurance vie. Notre assurance vie, oui. Et moi, dans cette histoire, j'étais quoi? Un obstacle? Non, enfin, pas au début. Mais à la fin, si. Elle a hoché la tête sans me regarder. À la fin, oui. Au moins, elle était honnête maintenant. Nadia, tu sais ce qui me fait le plus mal dans toute cette histoire? Quoi? C'est pas que tu aies vendu la maison, c'est pas que tu m'aies mise ici, c'est que tu n'aies même pas essayé de comprendre ce que cette terre représentait. Je me suis approché de la fenêtre. Quand tu étais petite, tu venais avec moi aux vendanges. Tu portais tes petites bottes en caoutchouc rouge et tu m'aidais à ramasser les grappes tombées. Tu posais 1000 questions. Pourquoi on taille les vignes? Pourquoi certaines années le raisin est plus sucré? Pourquoi grand-père plantait toujours ses nouveaux pieds à la pleine lune? Je me souviens. Tu te souviens aussi de ce que je te répondais?
Tu disais que la Terre avait sa propre sagesse, qu'il fallait l'écouter, pas lui donner des ordres. Exactement. Et qu'est-ce que ton mari a fait? Il a donné des ordres à la Terre. Il a cru qu'avec ses machines et ses tuyaux en plastique, il pouvait améliorer ce que 4 générations avaient appris à respecter. Je me suis retourné vers elle. Tu sais pourquoi j'ai pu prévoir exactement ce qui allait arriver? Non. Parce que ce n'était pas de la vengeance, Nadia, c'était de la science. Mon père avait documenté ce phénomène en 1987. Les sols de nos parcelles 15 à 18 sont particuliers. Ils ont une couche d'argile imperméable à 1,80 m de profondeur. L'eau qui stagne au-dessus de cette couche provoque une réaction chimique qui acidifie les racines. Elle m'écoutait, fascinée malgré elle. Pendant 60 ans, j'ai observé cette terre. J'ai testé différentes méthodes de drainage. J'ai analysé l'impact de chaque modification. J'ai noté chaque détail dans mon registre. Julien, lui, il a regardé des photos sur Internet et il a décidé qu'il savait mieux que nous. « Papa, tu vas me détester toute ta vie ?» La question m'a pris de court. Je m'attendais à des excuses, à des promesses, à des tentatives de manipulation, pas à cette question directe et douloureuse. Je ne te déteste pas, Nadia, mais tu ne me pardonnes pas. Non, jamais. J'ai réfléchi longuement. Dehors, la nuit tombait. Dans le parking, Julien attendait toujours dans sa BMW, probablement au téléphone avec ses avocats ou ses créanciers. Il y a une différence entre pardonner et oublier. Et il y a une différence entre pardonner et faire comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends pourquoi tu as agi comme ça. L'appât de l'argent, la peur de l'avenir, l'influence de Julien, je comprends. Mais comprendre, ce n'est pas excuser. Elle pleurait silencieusement maintenant. Tu m'as trahi, Nadia. Tu as vendu l'héritage de tes ancêtres pour t'acheter une retraite dorée. Tu as préféré croire les mensonges de ton mari plutôt que de me faire confiance. Tu as été prête à me voir mourir seule dans un mouroir plutôt que de renoncer à tes rêves de richesse. Papa, arrête. Non, il faut que tu entendes ça. Il faut que tu comprennes ce que tu as fait. Parce que si tu ne le comprends pas vraiment, ton divorce avec Julien ne servira à rien. Tu recommenceras la même erreur avec quelqu'un d'autre. Je me suis rassis dans mon fauteuil. Tu veux que je te dise le plus triste dans cette histoire? C'est pas que j'ai perdu ma maison, c'est que j'ai perdu ma fille. Tu ne m'as pas perdu. Je suis là. Je veux réparer. Nadia, écoute-moi bien. La Nadia que j'ai élevée, celle qui pleurait quand on taillait les vignes parce qu'elle croyait qu'on leur faisait mal, celle-là n'aurait jamais fait ce que tu as fait. Celle qui est assise devant moi, c'est une étrangère qui a le visage de ma fille. C'est faux. Je suis toujours ta fille. J'ai fait des erreurs, d'accord, mais je suis toujours ta fille. Prouve-le. Comment? Divorce vraiment de Julien, pas juste sur le papier. Divorce de ses valeurs, de sa façon de voir le monde, de son obsession pour l'argent. C'est fait. Je ne supporte plus de vivre avec lui. Ça, c'est des mots. Moi, je veux des actes. Elle s'est redressée, intriguée. Quels actes? Va voir Pierre Larmont. Dis-lui que tu es la fille de Gaston Moreau. Demande-lui s'il a besoin d'aide pour remettre le domaine en état. Propose tes services. Gratuitement. Mes services? Mais je ne connais rien à la viticulture. Tu apprendras. Comme j'ai appris. Comme mon père a appris. Tu te lèveras à 5 heures du matin pour aller tailler les vignes. Tu passeras tes week-ends à nettoyer les cuves. Tu écouteras les conseils des anciens ouvriers qui connaissent la terre. Elle me regardait comme si j'étais devenu fou. Papa, j'ai 58 ans. Je ne peux pas recommencer une nouvelle carrière. Tu peux si tu veux vraiment réparer. Et financièrement, comment je vais vivre? Comme tu vivais avant de rêver de millions, avec ton salaire d'employé de mairie et un peu de dignité. Le silence est retombé. Nadia fixait ses mains, perdue dans ses pensées. Pierre Larmont acceptera jamais, pas après ce qu'on a fait. Peut-être, mais peut-être que si. Pierre est un homme juste. S'il voit que tu es sincère, que tu veux vraiment racheter tes erreurs par le travail, il te donnera peut-être une chance. Et toi, si je fais ça, tu me pardonneras?
Si tu fais ça pendant 5 ans sans jamais te plaindre, sans jamais rechigner, sans jamais regretter ta belle vie perdue, alors on pourra peut-être recommencer à se parler comme un père et sa fille. 5 ans. 5 ans. Le temps que les vignes se remettent complètement des dégâts de ton mari. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Je vais y réfléchir. Nadia. Elle s'est retournée. Si tu pars d'ici sans prendre de décision, ne reviens pas. Je ne veux plus voir ton visage à moins que tu sois prête à tout donner pour racheter ta faute. Papa, c'est cruel. Non, ma fille. Cruel, c'était de me chasser de ma maison à 85 ans. Ça, c'est de la justice. Elle est partie sans dire au revoir. Par la fenêtre, je l'ai vue rejoindre Julien dans la BMW. Ils ont discuté un moment. Lui gesticulait. Elle secouait la tête. Puis la voiture a démarré et a disparu dans la nuit. 3 semaines ont passé sans nouvelles. Je ne savais pas si elle avait divorcé, si elle avait contacté Pierre Larmont, si elle avait même réfléchi à ma proposition. Au jardin de l'espoir, la vie continuait son rythme paisible. Gymnastique le matin, belote l'après-midi, télévision le soir. Mais un vendredi matin de février, Marcel est arrivé avec des nouvelles extraordinaires. Patron, vous allez pas le croire. Il avait l'air surexcité, comme un gamin qui vient de découvrir un trésor. Votre fille, elle est au domaine. Quoi? Nadia. Elle travaille chez Pierre Larmont depuis lundi. Elle est venue le voir avec une lettre de vous. Une lettre de moi, mais je n'ai écrit aucune lettre. Marcel a souri. Elle a dit qu'elle portait un message oral de votre part, que vous lui aviez demandé de venir présenter ses excuses et proposer son aide pour réparer les dégâts. J'étais stupéfait. Nadia avait vraiment eu le courage de franchir le pas. Et Larmont, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il voulait même pas la recevoir. Puis elle a insisté, elle a dit qu'elle était prête à travailler gratuitement pendant 1 an pour racheter ses erreurs, qu'elle voulait apprendre le métier de vigneron. Et il lui a donné 1 semaine d'essai pour voir si elle était sérieuse. Marcel s'est assis sur la chaise de visiteur. Patron, je l'ai vue à l'œuvre. Elle arrive à 6 heures du matin, elle repart à 19 heures le soir. Hier, elle était dans les vignes sous la pluie battante, en train d'apprendre à tailler avec Jean-Claude, notre vieux chef d'équipe. Jean-Claude Moreau. Aucun lien de parenté, mais il travaillait dans la région depuis 40 ans. Si quelqu'un pouvait juger de la sincérité de Nadia, c'était lui. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Claude? Il dit qu'elle a les mains molles et le dos fragile, mais qu'elle écoute bien et qu'elle ne se plaint jamais. Pour lui, c'est déjà beaucoup. Je n'arrivais pas à y croire. Nadia, ma fille qui avait des ongles vernis et qui n'avait jamais eu de terre sous les doigts, était en train d'apprendre la viticulture. Et Julien? Disparu. Apparemment, votre fille a divorcé pour de bon. Elle loue un petit appartement à Floirac et elle vit avec le SMIC que lui donne la mairie. Elle a gardé son travail? À mi-temps. Elle a négocié avec son chef de service pour pouvoir donner l'autre moitié de son temps au domaine. Marcel m'a tendu une enveloppe. Elle m'a donné ça pour vous. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture de Nadia était différente, plus simple, moins appliquée qu'avant. Papa, je sais que tu ne veux pas me voir tant que je n'ai pas prouvé que j'ai changé. Je respecte ta décision, mais je voulais que tu saches que j'ai commencé. Pierre Larmont m'a accepté pour 1 mois d'essai. Si je réussis, il m'autorisera à rester pour apprendre vraiment le métier. Jean-Claude m'a expliqué comment vous aviez planté les nouvelles vignes en 1988, comment vous aviez choisi les porte-greffes, comment vous aviez adapté la taille selon l'exposition. J'ai mal partout, mes mains sont couvertes d'ampoules et je ne comprends encore rien à ce que je fais. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens utile. Je ne te demande pas de pardon. Je sais que c'est trop tôt. Je te demande juste de me laisser essayer. Ta fille qui veut redevenir ta fille, Nadia PS. J'ai compris pour le drainage. Jean-Claude m'a montré les dégâts de Julien et m'a expliqué pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Tu avais raison, comme toujours. J'ai replié la lettre et je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Pour la première fois depuis des mois, j'avais envie de pleurer, mais pas de tristesse.
de quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Marcel, tu peux me rendre un service? Bien sûr, patron. Dis à Nadia que j'ai reçu sa lettre. Dis-lui que je vais suivre ses progrès. C'est tout? Pour l'instant, oui. Marcel est parti en promettant de me tenir au courant. Le soir, dans ma chambre, j'ai relu la lettre de Nadia 3 fois. Puis j'ai ouvert mon vieux registre et j'ai écrit une note à la date du jour, 2 février 2025. Nadia a commencé son apprentissage chez Pierre Larmont, premier jour de la reconquête de l'honneur familial. À suivre. C'était la première fois depuis 6 mois que j'écrivais quelque chose dans ce registre. Et ça faisait du bien. Les semaines suivantes, Marcel me donnait des nouvelles régulières. Nadia tenait bon. Elle apprenait les gestes de base, l'entretien du matériel, les secrets de la vinification. Pierre Larmont était exigeant mais juste. Il lui faisait faire tous les travaux ingrats, nettoyer les cuves, porter les sacs d'engrais, désherber à la main les rangées difficiles d'accès. Elle ne dit jamais non, rapportait Marcel. Hier, Larmont lui a demandé de vider toute seule une cuve de 3000 litres. Elle y a passé la journée, mais elle a fini. 1 mois après sa première lettre, Nadia m'en a envoyé une deuxième. Papa, Pierre Larmont m'a gardé pour 3 mois supplémentaires. Il dit que j'apprends vite et que je ne rechigne pas à la tâche. La semaine dernière, il m'a emmené voir les parcelles 15 à 18, celles que Julien a abîmées. On a creusé ensemble pour examiner l'état des nouveaux drains. Tu as raison, ils sont déjà en train de se boucher avec la terre qui s'accumule. Pierre va tout refaire cet été, en respectant l'ancien tracé. Il m'a aussi montré ton registre de plantation, celui que tu avais donné au notaire en même temps que l'acte de donation. Pierre l'a récupéré quand il a racheté la propriété. Il m'a dit que ce registre valait plus que tous les manuels de viticulture du monde. J'ai une question à te poser. Accepterais-tu que Pierre et moi, on vienne te voir pour te demander conseil sur la restauration du drainage? On aimerait faire les choses exactement comme avant, mais on a peur de se tromper. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais cette terre, c'est ton œuvre. Pierre dit qu'il n'a pas le droit de la refaire sans ton accord. Nadia. Cette fois, j'ai répondu. Ma fille, tu peux venir avec Pierre Larmont samedi prochain à 14 h. Apporte le registre et les plans de l'ancien drainage que tu trouveras dans le classeur bleu de mon bureau. Nous parlerons du drainage et peut-être d'autres choses. Papa. Le samedi suivant, ils sont venus tous les deux. Pierre Larmont, que je ne connaissais que de réputation, s'est révélé être un homme droit et passionné. Il m'a serré la main avec respect et m'a dit « Monsieur Moreau, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre domaine est un bijou de viticulture traditionnelle. » Nadia avait changé. Physiquement d'abord, elle avait maigri, ses mains étaient calleuses, ses cheveux attachés en queue de cheval pratique. Mais surtout, dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une gravité que je ne lui avais jamais vue. Nous avons passé 3 heures à étudier les plans, à discuter des solutions techniques, à prévoir les étapes de la restauration. Nadia posait des questions intelligentes, prenait des notes, se passionnait vraiment pour les détails. À un moment, Pierre s'est absenté pour passer un coup de fil. Nadia et moi, nous sommes restés seuls. « Papa, est-ce que tu penses que je peux y arriver ?» « Y arriver à quoi ? À devenir une vraie vigneronne. À comprendre la terre comme toi tu la comprends. » J'ai regardé ses mains abîmées par le travail, ses ongles cassés, ses poignets musclés par le port des seaux. « Tu as déjà commencé. Mais est-ce que tu penses que j'en suis capable ? Nadia, tu es ma fille. Tu as mon sang et le sang de ton grand-père. La terre, ça s'apprend pas dans les livres. Ça se sent. Et toi, tu commences à le sentir. » Elle a souri. Le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des années. « Merci, papa. Garde tes remerciements pour dans 4 ans, quand tu auras réussi ta première vinification. » Quand ils sont repartis, j'avais le cœur plus léger. Nadia était sur la bonne voie. Elle avait encore du chemin à faire, mais elle était sur la bonne voie. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon registre « 15 février 2025 ». Nadia progresse bien.
Elle commence à comprendre que la viticulture, c'est pas un business, c'est une vocation. Pierre Larmont est un bon maître. L'honneur de la famille peut encore être sauvé. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car 3 jours plus tard, Marcel m'a apporté une nouvelle qui allait tout changer. Patron, Julien est revenu. Julien était revenu, mais pas pour demander pardon ou reconnaître ses erreurs. Non, Julien était revenu avec un avocat et un huissier. Il attaquait le divorce de Nadia en justice, réclamait la moitié de tout ce qu'elle possédait, y compris ses futurs revenus. Et surtout, il exigeait des dommages et intérêts pour manipulation et complot familial, ayant entraîné sa ruine. Marcel m'a tout raconté en détail. Julien avait découvert que Nadia travaillait gratuitement chez Pierre Larmont. Il prétendait que c'était une stratégie pour récupérer secrètement la propriété, que nous avions monté un plan depuis le début pour le ruiner et reprendre le domaine sans payer. Il dit que vous êtes un manipulateur, patron, que vous avez fait semblant d'être sénile pour mieux les piéger, que toute cette histoire de drainage, c'était de la vengeance planifiée. Et les tribunaux, ils gobent ça. Son avocat a l'air malin. Il a monté un dossier où il explique que vous ne pouvez pas être à la fois incapable de gérer vos affaires et assez lucide pour organiser une vengeance si sophistiquée. Il demande l'annulation de la vente pour vice de consentement. J'ai senti mon sang se glacer. Si Julien gagnait son procès, non seulement il récupérait la propriété, mais en plus il pouvait poursuivre Pierre Larmont pour acquisition frauduleuse. Tout le travail de Nadia, tous ses efforts pour racheter sa faute, tout ça deviendrait inutile. Et Nadia, comment elle prend ça? Mal, très mal. Hier soir, je l'ai trouvée en train de pleurer dans la cave. Elle dit qu'elle a tout gâché, que par sa faute, Julien va récupérer le domaine et nous faire tous expulser. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Dans ma petite chambre des jardins de l'espoir, je réfléchissais à toutes les possibilités. Julien était plus malin que je ne l'avais cru. Il avait compris que son seul moyen de s'en sortir, c'était d'attaquer la validité de toute l'opération. Le lendemain matin, j'ai demandé à parler au directeur de la résidence. « Monsieur Durand, j'ai besoin de sortir pour voir mon avocat. C'est urgent. »« Monsieur Moreau, vous savez bien que les sorties doivent être accompagnées.